Chaque jour, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai le grand bonheur de recevoir deux organismes qui me tiennent particulièrement à cœur et l'un d'eux est la Fondation REA, un joueur important dans la réadaptation physique au Québec et que je voulais absolument vous faire connaître. Je vous réserve un autre organisme pour la deuxième partie de l'émission que j'ai découvert récemment et ce fut assurément un coup de cœur. Et quel bonheur de recevoir et possiblement sortir d'anonymat pour certains cet organisme qui me tient particulièrement à cœur et j'ai le plaisir de le faire avec non pas une, mais deux invités. Alors, on a Valérie Duchesne-Carl en studio avec nous et Marie-Josée Beauchamp au téléphone. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Bonjour Valérie Duchesne-Carl, vous êtes directrice générale de la Fondation REA et Marie-Josée Beauchamp, vous êtes bénéficiaire de la Fondation REA ayant bénéficié des services de réadaptation étant vous-même quadruple amputée. Alors tout d'abord, Valérie, pour les auditeurs, je parle de Fondation REA depuis quelque temps. Qu'est-ce que c'est que la Fondation REA? Bien, tout d'abord, merci Daniel de m'avoir invité. J'apprécie beaucoup d'avoir l'opportunité de faire connaître la Fondation REA parce que c'est vrai que c'est pas très connu. Donc, la Fondation REA est née en 2016 de la fusion de 3 fondations qui étaient liées à 3 centres de réadaptation. Alors, on travaille encore dans ces 3 centres-là. On est reliés aujourd'hui sous un même chapeau. La Fondation REA pour réadaptation physique, plus particulièrement. Aussi simple que ça. Donc, nous, on amasse des fonds pour les 3 centres de réadaptation. Donc, on a un petit hôpital de 150 lits qui est l'Institut Gingras-Lindsay sur Darlington, dans Côte-des-Neiges. À Gingras-Lindsay, il y a également un service d'aide technique, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Oui. Et puis, il y a une clinique externe, mais il y a surtout un hôpital avec des personnes qui sont là parfois plusieurs semaines et parfois plusieurs mois pour la réadaptation. On a également le centre Lucie Bruno sur Laurier, qui est un centre de jour. Donc, on reçoit des gens qui sont là pour des soins externes. Souvent, c'est suite à l'hospitalisation à Gingras-Lindsay. L'étape suivante, c'est Lucie Bruno. Et on a le centre de réadaptation Raymond Dewar, qui était connu plus sous Institut Raymond Dewar, qui a une clientèle malentendante et aussi des personnes qui ont des troubles de langage. Alors, dans ce centre-là, plus particulièrement, on a également des enfants parce que nos usagers, normalement, sont plus des adultes dans les 2 autres centres, à l'hôpital Gingras-Lindsay et à Lucie Bruno, mais à l'Institut Raymond Dewar, l'ancien Institut Raymond Dewar, qui est maintenant le centre de réadaptation, bien, on a des enfants à partir parfois de la naissance, quand par exemple, ils sont sourds à la naissance. Alors, on a d'autres types de services, mais c'est quand même de la réadaptation. Vraiment. Et pour ce qui est de Raymond Dewar, c'est aussi sur Laurier et au métro Radisson, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Okay. Vous êtes bien informé, Daniel. Bien informé. Alors, je dois aussi parler de la mission universitaire parce que elle se déploie dans les 3 centres. Donc, c'est un peu spécial. C'est pas tous les centres de réadaptation qui ont une mission universitaire. Donc, nous, dans nos 3 centres se déploient une 50aine de chercheurs avec plusieurs dizaines de projets de recherche dans les 3 domaines, dans les 3 centres, et quelques centaines d'étudiants de niveau universitaire qui sont liés à l'enseignement, pour de l'enseignement ou des projets de recherche. Donc, on a aussi dans les 3 centres des aides techniques. Tout à l'heure, j'en ai glissé un mot. Mais on est un des leaders au Canada au niveau des aides techniques. Les aides techniques, là, pour bien comprendre c'est quoi, parce que c'est un jargon que les gens ne connaissent pas, bien, ça peut être la canne, hein, aussi simple qu'une canne. Ça, c'est une aide technique à la marche. Oui. Mais évidemment, dans nos centres, là, c'est des orthèses, c'est des prothèses, ça peut être des bras, des pieds, des mains. Ça peut être tout simplement des orthèses qui peuvent corriger des positions. On a des fauteuils roulants, souvent faits sur mesure, avec plein de choses qui sont paramétrées pour chaque usager. Donc, voilà, ça fait un petit peu le tour, je sais, de qu'est-ce qu'on fait. Donc,
m'a fait sourire quand vous avez parlé des aides techniques parce que je regardais plus tôt ce matin une autre animatrice à Canal M, Camille Chai, mettait justement une story qui disait « Je m'en vais faire réparer ma prothèse justement à l'Institut Gingras-Lindsay de Montréal. » Alors ça permet de mettre un visage aussi sur qui bénéficie de la réadaptation. Vous avez parlé un peu centre de jour, les aides techniques. Quel type de clientèle fréquente ces trois centres-là qui forment en tant que tel, je pense, l'Institut universitaire sur la réadaptation? Alors, en fait, nos usagers, c'est des gens qui sont victimes d'accidents, soit des accidents de la route, des accidents du travail, ou d'un ACV, ou d'un traumatisme, tu sais, qui ont un traumatisme crânien. Ça peut être aussi des gens qui ont un diagnostic de maladie neurologique ou neurodégénérative de type Parkinson ou de sclérose en plaques, ataxie de Friedreich, des choses comme ça. Donc, on a aussi, évidemment, j'ai parlé de l'Institut Raymond Dewar, des gens qui sont malentendants de naissance ou qui deviennent malentendants parce qu'on sait qu'avec la population vieillissante, là, il y a de plus en plus de gens qui développent des surdité. Oui, la presbyacousie, qui est un beau petit problème. Là. Oui. Donc, c'est des gens dont la vie bascule du jour au lendemain, souvent, ou dont la vie des proches bascule. Souvent, il faut tout réapprendre, ou s'adapter, se réadapter. Donc, c'est là que rentrent en ligne de compte là, nos services, et puis c'est là que c'est important, que c'est mal connu, parce que les gens pensent tout de suite à un accident de la route, ils pensent à l'hôpital, évidemment. Donc, les gens passent un certain moment à l'hôpital, ils ont les opérations chirurgicales dont ils ont besoin, ils ont tous les soins dont ils ont besoin pour les stabiliser. Mais à partir du moment où ils sont stabilisés, ils sont transférés à Gingras-Lindsay. Ils ne retournent pas à la maison tout de suite. Ils ne retournent pas à la maison. Et c'est là que toute une équipe rentre un plan d'intervention est mis en place. Et puis là, on a des physios, des ergos, des nutritionnistes, des orthophonistes, des audiologistes. Alors, toute une équipe se met en place et met en place ce plan d'intervention-là dans le but d'aider l'usager à se recréer une nouvelle vie. Alors, parfois, il faut réapprendre à manger, réapprendre à marcher, réapprendre à s'habiller, des choses qui sont très simples pour la majorité d'entre nous. Qu'il semble, du moins, mais Qu'il semble, mais pour un tétraplégique, c'est des gens qui ont vécu des épreuves terribles. Tu sais, j'ai plein d'exemples. Puis depuis que je travaille à la Fondation Réa, là, je suis tellement, mon Dieu, touchée et interpellée par les histoires. Puis vous allez en découvrir une aujourd'hui avec Marie-Josée qui m'accompagne. Mais je peux vous parler du jeune homme là, tu sais, qui a sauté au bout du quai. Puis Alexandre Thibault, tu sais, qui est devenu tétraplégique, qui allait devenir père 2 semaines plus tard. Donc, ça, c'était un exemple de personnes qu'on a aidées concrètement, non seulement à Gingras-Lindsay, mais aussi à Lucie Bruno, à la clinique Parents Plus, en lui offrant de l'aide pour s'occuper de son petit. Donc, avec des aides, par exemple, des lits adaptés, des bains adaptés. Donc, toutes sortes de choses qui sont mises en place, là, puis des moyens aussi de lui donner des trucs. Comment tenir son bébé quand t'as plus, tu sais, toute la mobilité nécessaire et normale là, que tout le monde, que les autres personnes en général ont. Donc, c'est très touchant. C'est que des histoires comme ça. Puis il y a des gens qui vont rester avec des handicaps, d'autres qui réussissent à surmonter et puis qu'on dirait jamais qu'ils ont des handicaps, que ça paraît pas du tout. Il y a des personnes qui sont passées dans nos centres qui sont plus connues. Là, je pourrais nommer, par exemple... Faisons du name-dropping. Oui, du name-dropping. Ça va nous donner une bonne idée. Pénélope McQuaid, qui est très sensible à la cause puis qui a été une patiente au Gingras-Lindsay. On peut pas considérer qu'elle a un handicap, Pénélope, là, wow, tu sais, fait qu'Isabelle Richer, on peut en nommer plusieurs comme ça, donc... Daniel Lantaigne, qui a été aussi chez vous. Ah, c'est qui ça, Daniel Lantaigne? Aucune idée, qui est allé en réadaptation et qui, normalement, ça n'a pas trop l'air qu'il est handicapé. Je vous dirais qu'avec la neige qui est tombée à Montréal, ça paraît un petit peu plus. Je me sentais un peu plus handicapé aujourd'hui, mais c'est intéressant parce que ça permet de mettre des visages pour que les gens fassent « Ah oui, il y a ces gens-là qui sont venus ici. Bon, Isabelle Richer, c'est un accident de vélo. Pénélope McQuaid, un accident de la route. Oui, elles ont passé par un hôpital, qui est le premier arrêt, évidemment, évident. Tout à fait. Mais après ça...
considérant la gravité de leur situation, ça n'a pas fini là à l'hôpital. Ils ont eu besoin certainement de votre centre. Oui, puis ils ont eu besoin de l'humanité des gens qui travaillent dans nos centres. Si vous saviez comment ils sont dévoués, puis comment c'est des gens qui ont le cœur à la bonne place, puis qui veulent aider les usagers, c'est incroyable. Aucun doute. Justement, on parle des gens, on parle des différents centres. La Fondation Réa, qu'est-ce que ça vient faire dans tout ça? Mais nous, on amasse des fonds. Notre rôle principal, c'est d'amasser des fonds. Donc, on va financer toutes sortes de choses pour améliorer les soins en réadaptation. Ça peut être des équipements, ça peut être des nouvelles interventions cliniques, ça peut être des formations surspécialisées. T'sais, quand on parle d'amputés, par exemple, on a des médecins surspécialisés là, dans nos centres, puis des physiothérapeutes qui sont spécialisés là-dedans. Ça peut être aussi de financer de la recherche, puis de donner accès à des nouvelles avancées technologiques aux usagers. Ça peut être, par exemple, de financer des projets d'intelligence artificielle qui vont permettre, par exemple, on en a un là, qu'on veut financer bientôt, qui est de fournir des casques d'intelligence artificielle pour les gens qui sont aphasiques. Ça, c'est un bon exemple. Donc, ils vont pouvoir s'entraîner à parler, mais avec un avatar de langage. Donc, c'est toutes des choses qui permettent, par exemple, dans ce cas-là, d'augmenter le nombre d'heures de réadaptation sans être obligé d'être en compagnie d'un orthophoniste. Fait que c'est des choses comme ça. On fait, évidemment, on finance aussi plein de choses par rapport au bien-être des usagers. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Entre autres, on a le fonds d'aide aux bénéficiaires. Donc, souvent, la vie des gens est bouleversée après un accident, puis on peut perdre son revenu. Des fois, on est en attente de financement de la CSST ou de peu importe là, l'organisme. Donc, nous, on offre une aide de premier recours là, à des gens qui en ont vraiment besoin. Juste cette année, on va avoir aidé environ 200 usagers. Wow. Là. Oui, on a doublé le fonds cette année parce que les demandes, les besoins sont là, puis ils sont en croissance. On pourra se parler de comment on va réussir à financer ce fonds-là tout de suite après la pause musicale. Juste avant, j'aimerais ça aussi, là, pour ne pas l'oublier, j'ai entendu parler que vous aviez un programme de bourse et ça m'intrigue. Quel beau programme. Alors ça, c'est la première édition a lieu en 2021. Donc, ça fait 2 ans qu'on offre. On aide 8 étudiants en situation de handicap à poursuivre leurs études, que ce soit au niveau collégial ou universitaire. On leur donne une bourse de 3 000 $. Donc, on sait que, on le sait, là, que poursuivre des études à un niveau supérieur, là, c'est un effort, ça prend de la persévérance. C'est pas facile. Imaginez quand on a un handicap. Alors, des fois, des étudiants sourds ou les gens à mobilité réduite. Donc, nous, on les aide, puis on peut les aider plus qu'une année parce que le besoin, il continue d'être là. Généralement, on souhaite que ça dure plus qu'une année. Ça, c'est un de nos plus beaux programmes. Puis, on a vraiment l'impression d'aider concrètement. Mais de toute manière, on aide concrètement là, dans tout ce que je vous ai énuméré. Merci beaucoup, Valérie Duchesne-Cal. On va poursuivre après une petite pause musicale, puis on va en apprendre aussi davantage sur Mère Josée qui est avec nous en ligne pour connaître son histoire, sa vie et comment la réadaptation est arrivée dans sa vie. Alors, de retour à Héros Anonyme, on est toujours avec Valérie Duchesne-Cal et Marie-Josée Beauchamp. Valérie, juste avant qu'on parte en petite pause, je le disais, je voulais savoir comment on peut financer tout ça, parce que c'est bien beau tout ce que vous faites dans le concret. Vous avez parlé du fonds d'aide, vous avez parlé des bourses, vous avez parlé, bon, évidemment,
tout le reste que vous financez, la recherche, bon, concrètement, ça prend de l'argent, tout ça. Et j'ose croire que tout ça tombe pas du ciel. Alors, comment on peut vous aider à ce que ça tombe du ciel d'une certaine façon? Chaque petit don est important. Donc, c'est vraiment avec les dons qu'on fonctionne puis qu'on peut financer les projets dont j'ai parlé dans la première partie. Donc, c'est vraiment ça. Évidemment aussi, si les gens veulent s'impliquer en bénévolat, c'est possible. Alors, à ce moment-là, je les inviterai à communiquer avec nous. Pour un don, c'est sur fondationrea.ca. Et puis, pour devenir bénévole, moi, je pourrais les aiguiller. Ils peuvent nous écrire à info@fondationrea.ca. Donc, c'est 2 façons de contribuer au mieux-être des usagers. Mais vous le savez, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, si petite soit la contribution... Il n'y a pas de petits dons. Hein? Il n'y a pas de petits dons. Voilà. Exact. Marie-Josée, je ne vous ai pas beaucoup interpellé depuis le début, mais là, c'est le temps. Très heureux que vous soyez avec nous. Je le mentionnais là, d'entrée de jeu, là, puis corrigez-moi si je me trompe, là, j'ai parlé de quadruple amputé. Pour les gens qui ne figurent pas, là, on parle évidemment de l'amputation des 2 membres supérieurs, les 2 bras, 2 membres inférieurs, les 2 jambes. D'entrée de jeu, comment vous allez? Bien, merci. La vie peut être belle malgré l'handicap, malgré la réadaptation physique, malgré tout ce que la vie peut des fois nous mettre comme bâton dans les roues. Tout à fait. Au début, on ne s'imagine pas. On pense que notre vie est finie, mais non, ça fait 5 ans maintenant que tout ça m'est arrivé. Puis aujourd'hui, ma vie, elle est très différente, mais je suis tout aussi heureuse que je l'étais avant. Hein. Ça a pris du temps, mais ouais. C'est possible. Oui, c'est certainement une série de deuil et beaucoup de résilience. Quand tout ça vous est arrivé il y a 5 ans, comment justement la réadaptation physique est entrée dans votre vie? Parce que peut-être que, comme c'est votre cas et comme c'était le mien, moi, avant de devoir passer par un centre de réadaptation, j'avais aucune idée, je ne savais même pas que ça existait. Comment tout ça est arrivé dans votre vie? Oui, moi, du jour au lendemain, j'ai tombé malade, je me suis rendue à l'hôpital, j'ai fait un choc septique, coma et tout, j'ai survécu, mais on a dû amputer mes 2 mains, mes 2 pieds. Okay. Et j'ai passé plusieurs mois à l'hôpital, mais bon, on m'a référé là, au centre Gingras-Lindsay. Je suis arrivée là, écoutez, je bougeais à peine. Même là, on devait utiliser le lift au plafond là, pour me transférer au lit. Donc, je dormais sur le dos. Là, je ne pouvais même pas me tourner moi-même. Donc, je suis partie de loin. Et en arrivant, c'est vraiment, comme Valérie le mentionnait, là, toute une équipe d'intervenants, puis des gens, Valérie parlait d'humanité, là, ça se sent tout de suite. Des gens qui veulent aider, qui sont là vraiment pour faire une différence. Puis, physiothérapeute, ergothérapeute, prothésiste. J'ai eu la chance d'être prise en charge, là, puis peu à petit peu, j'ai repris mes forces, j'ai repris contrôle de mes mouvements, j'ai eu des prothèses aux mains, aux pieds, j'ai repris la marche, juste me mettre en position verticale, là, me mettre debout, c'était quelque chose. Puis, avec le temps, j'ai recommencé à marcher au début avec une marchette là, qu'on m'a adaptée, avec des béquilles. Puis finalement, pour réussir à marcher de moi-même, là, reprendre mon équilibre, j'ai suivi des cours de danse même qui m'ont redonné confiance en moi. Puis maintenant, aujourd'hui, je peux conduire une voiture. L'hiver, je sors, je fais de la raquette. Donc, je suis vraiment partie de loin. Puis, sans l'aide là, de toutes ces belles personnes-là, j'aurais jamais repris ma force physique, mais j'aurais jamais repris juste le goût à la vie. Là. C'est vraiment spécial. Wow, vous en avez fait un bon bout de chemin entre clairement votre arrivée à l'hôpital, choc septique, le coma et où vous êtes rendu aujourd'hui. Quand la première fois vous vous êtes tenu debout, probablement entre des barres parallèles, là, c'était quoi votre premier feeling d'être debout, de dire peut-être que de remarcher, c'est pas si utopique que ça, là? Oui, non, c'était mon objectif là, dès le début.
vous dites en débat parallèle, je vous rappelle que j'avais pas de main, donc c'était aussi un enjeu. Là, on m'a adapté une marchette pour me permettre de me mettre debout. Donc, c'est vraiment des petites choses, là, beaucoup de petites adaptations sur mesure que les intervenants là-bas proposent. Mais oui, donc, me mettre debout, c'était mon objectif premier, non seulement me lever, mais rester debout, avoir la force physique de pouvoir rester, marcher sur une longue distance, si je peux dire, faire plusieurs pas. Donc oui, c'était pas facile. Puis même, il y a des jours où ça allait quand même bien. Il y a eu des jours où ça allait moins bien, où je me disais, bon, j'y arriverai peut-être jamais. Mais c'est qu'en bout de ligne, on continue, on n'a pas le choix. Et puis de voir aussi ce qui est bien dans un centre de réadaptation comme le Gingras Lindsay ou d'autres, c'est de rencontrer d'autres gens, de faire sa réadaptation et de voir d'autres gens qui ont aussi qui surmontent différentes épreuves, qui ont aussi une amputation, par exemple, qui eux, réussissent à avancer, à faire leur bout de chemin, puis de voir que, bon, si eux sont capables, moi aussi, je suis capable. Donc, c'est toute une motivation là, qui est importante, finalement, là, qui est la plus importante. Ah, totalement. Votre histoire, évidemment, elle ne me laisse pas insensible. Probablement que les gens à l'écoute non plus ne nous laissent pas insensibles. Si jamais, je ne suis toujours pas convaincu de faire un don à la Fondation Réa ou de vouloir soutenir la Fondation Réa, qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens-là qui seraient sceptiques encore? Je dirais que le besoin est là, que je suis certaine que donc, tous les gens que j'ai rencontrés en cours de réadaptation, tous les services, l'aide qui m'a été offerte, je sais que bon, je suis chanceuse d'avoir pu bénéficier de tout ça, mais je sais qu'il y a tout plein de gens qui en ont besoin aussi. Je sais qu'il y a des gens qui vivent des épreuves difficiles à la maison, puis qui se sentent seuls, mais on n'est jamais seul. Il n'y a rien d'insurmontable. Mais ça prend de l'aide, ça prend des gens qui sont prêts à aider. Et moi, c'est sûr que je m'en serais jamais sortie. Je serais carrément pas ici aujourd'hui si j'étais pas si bien entourée. Bon, ma famille, mes amis, mais aussi de tous les intervenants, puis les gens que j'ai rencontrés en cours de route, là, en cours de réadaptation. Alors, si j'étais sceptique, je suis maintenant convaincu, ça y est. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous expliquer un peu ce qui vous est arrivé, votre histoire. Je trouve ça extrêmement... on parlait de concret tantôt, je pense que ça ramène un côté très concret. Puis d'ailleurs, je pense que votre témoignage est disponible sur le site web de la Fondation. On donnera les coordonnées en fin de segment, mais merci beaucoup, Marie-Josée. C'est vraiment très gentil à vous d'être aussi généreuse de nous partager votre histoire. Valérie, je retourne avec vous. Quelle histoire! Quelle histoire, hein? C'est incroyable. Et moi, ça m'a beaucoup plein, touchée, ouais. L'histoire de Marie-Josée, parce que c'est une jeune femme. Moi, j'ai été une jeune femme aussi en communication dans le passé. Maintenant, je suis en philanthropie, mais... Donc, c'est venu me chercher parce qu'en quelque part, je me reconnaissais, tu sais, puis je me suis dit, mon Dieu, ça aurait pu être moi, hein? Ça peut arriver à tout le monde. Donc, quelle histoire. Mais des histoires comme ça, là, c'est tous les jours dans nos centres, tous les jours. Bon, Marie-Josée, c'est une quadruple amputation. Ça peut être... tout le monde connaît des gens qui sont victimes d'un ACV, AVC, disons, qui ont eu un accident ou... moi, mon père a eu le Parkinson puis a profité des soins de réadaptation. Mon grand-père était atteint de la sclérose en plaques, puis je suis convaincue que tout le monde dans sa famille connaît, là, tu sais. C'est plus proche qu'on peut penser de nous. C'est plus proche, tu sais, mais les gens peut-être font peut-être pas le lien avec notre cause, mais c'est important de le faire, puis c'est des soins qui peuvent aider à s'épanouir, tu sais, c'est toute la différence. Avant, là, tu sais, il y a de nombreuses décennies, quand tu étais handicapé, puis il n'y avait plus rien à faire, puis c'est une fatalité.
Aujourd'hui, là, il y a plein de choses qui peuvent être faites, puis tu peux revivre ta vie, conduire, tu peux... Alors, on est rendu ailleurs complètement. Oui, vraiment, tu sais, c'est incroyable. Quand je suis allé visiter votre site web, extraordinaire site web en passant, allez-y, allez le voir, il n'est pas juste beau, il est hyper intéressant. Je suis un gars de chiffres. J'ai été voir et j'ai vu, parce que vous avez parlé de la Fondation Réa qui est issue de la fusion de 3 fondations, en remontant l'histoire, je suis remonté jusqu'en 1974, quand il y a eu la création de la Fondation du Centre hospitalier des convalescents de Montréal. Donc, on voit déjà que le terme a changé depuis le temps. Grosso modo, l'an prochain, ça va faire 50 ans qu'il y a une fondation en réadaptation physique. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce 50e-là, mais aussi pour la suite de l'histoire de la Fondation Réa? Des beaux projets qu'on peut financer avec des dons. Ça, c'est ça qu'on peut... parce que on veut l'amener justement ailleurs. On veut plus... Parce que la réalité, là, c'est que la réadaptation physique est moins connue que d'autres causes. Mais nous, c'est 10 000 usagers par année qu'on reçoit dans nos centres. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien, puis c'est des besoins concrets. Donc, on veut pas être les parents pauvres, là. On veut pouvoir faire des bons dans l'amélioration des soins. C'est ça qu'on peut se souhaiter. Donc, ces gens-là, important de le dire, toujours bien que vous êtes situé à Montréal, c'est des gens qui peuvent venir de partout dans la province parce que vous êtes quand même dans certains champs de compétences, les experts dans ce domaine-là. Tout à fait, tout à fait. C'est pas tous les types de déficiences physiques qui vont être reçus pour tout le Québec, là, mais effectivement, pour certains, on est les experts au Québec. Quand même, on va vous souhaiter qu'il y ait cet élan-là, évidemment, pour vous soutenir, pour vous permettre de toujours être, justement, les experts en réadaptation physique, de toujours pouvoir en faire plus, évidemment, d'amener ça un peu plus loin. Valérie Duchesne-Carl et Marie-Josée Beauchamp, clairement, en bonne compagnie, le temps passe assurément très vite. Je vous remercie de vous être prêté au jeu. On peut vous aider et vous joindre également en visitant le site web fondationrea.ca, donc c'est fondationrea.ca, ou en composant le 514-340-2707. Ça fait un immense plaisir de vous recevoir. Il me reste qu'à vous souhaiter bon succès pour la suite. Et à vous à l'écoute, on se retrouve dans quelques minutes pour découvrir un autre héros anonyme. Merci, Daniel. Merci. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Daniel Lantaigne. Alors, de retour pour cette deuxième partie de l'émission, nous avons le grand bonheur de recevoir un organisme que j'ai découvert récemment et j'en suis bien désolé parce qu'il existe depuis quand même une vingtaine d'années. Et c'est un grand coup de cœur à la fois pour sa mission, mais également pour sa directrice générale que j'ai pu voir il n'y a pas très longtemps. Alors, j'ai le plaisir de voir Véronique Rankin, directrice générale du Wapikoni Mobile, qui est accompagnée de Maëlys Flamand, qui a bénéficié du Wapikoni, mais qui est également nouvellement coordonnatrice des ateliers de sensibilisation. Koué, bonjour Véronique, bonjour Maëlys. Koué. Alors, bonjour. Bonjour, tout d'abord. Merci d'être avec nous. Merci de prendre ce temps-là aujourd'hui pour, dans le concept de l'émission, les héros anonymes, c'est de mettre la lumière sur un organisme qui est peut-être très, très bien connu, mais que certains pourraient ne pas connaître, comme c'était malheureusement mon cas. Alors, tout d'abord, Véronique, pour les auditeurs, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est que le Wapikoni Mobile? Oui, en fait, le Wapikoni Mobile a été créé en 2003 et les activités ont débuté en 2004. Notre objectif, notre but, c'est d'offrir des ateliers de formation en audiovisuel auprès des jeunes des communautés. Donc, pour y arriver, on a des roulottes qui sont des studios mobiles permanents qui se promènent d'une communauté à l'autre pendant la période estivale pour solliciter les jeunes à la création de courts-métrages. Et puis, parallèlement à ça, on offre également d'autres services, le service de distribution des films qui sont produits, des services de diffusion aussi des films. Donc, on a des activités de projection des films qui sont offertes tout au long de l'année.
Et puis, également, on a là, des services là, en lien avec des ateliers de sensibilisation qui sont à faire dans différents milieux, puis qui sont coordonnés là, par Maëlys, qui est avec nous aujourd'hui. Et vous avez parlé là, de communauté à différents moments. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas de quelle communauté on parle, de qui parle-t-on et justement dans quelle communauté vous allez? Puis c'est quoi le territoire là, sur, peut-être pas sur l'ensemble de l'île La Tortue, là, mais c'est quoi le territoire que vous couvrez? Là? Bien, en fait, on parle des communautés autochtones. C'est sûr que principalement, là, nous, on est basé au Québec. Donc, la majorité de nos activités sont offertes dans les communautés autochtones au Québec. L'an passé, là, on a fait 10 escales dans 10 communautés différentes à travers différentes régions. Là, c'est 8 régions qu'on a visitées au total. Donc, on va chez les Inuits, les Anishinabés, les Atikamekw, les Mi'kmaq. On va dans toutes les communautés qui nous sollicitent, dans le fond, qui nous appellent, qui nous invitent à aller offrir des ateliers. Et on a également des activités qui sont offertes à l'extérieur du Québec, donc au Canada, dans une moindre portée, dans le fond. On a déjà été en Ontario, Nouveau-Brunswick. On visite aussi d'autres provinces. Et on a aussi des activités à l'international. Là, c'est sûr qu'avec la pandémie, ça nous a ralenti un peu, mais on a des partenariats là, de longue date avec plusieurs groupes autochtones dans d'autres pays. Je peux souligner, dans le fond, notre collaboration avec des groupes au Chili. Là, ça fait 12 ans qu'on visite des communautés autochtones au Chili où on fait des espaces aussi de création avec eux en collaboration. Donc, on a différentes façons là, d'offrir des ateliers de création. Mais principalement, nos activités sont définitivement là, au Québec, sur ce territoire-là, où la majorité des productions de films sont faites depuis les 17-18 dernières années. Là. C'est extraordinaire ce que vous faites. Puis quand vous parlez évidemment de votre présence auprès des différentes communautés, je me sens peut-être un peu moins inculte, considérant que je ne fais pas partie de ces communautés-là, de ne pas avoir connu le Wapikoni mobile depuis ce temps-là. Mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est moi qui est inculte ou vous êtes peut-être un secret peut-être trop bien gardé, parce que je trouve, et je vais voir votre site web, j'inviterai les gens à le faire en donnant le lien un peu plus tard. J'ai vu quelques courts-métrages et j'ai trouvé ça extraordinaire ce que vous faites. Alors, au-delà de faire des courts-métrages et puis plein d'autres choses, évidemment, ça ne se limite pas qu'à ça. L'objectif de ces courts-métrages-là, est-ce que c'est une diffusion grand public? Est-ce que c'est d'aller au-delà des communautés? Qu'est-ce qu'on souhaite en faire ultimement? En fait, l'objectif de notre action est avant tout de donner aux jeunes des moyens pour s'exprimer, pour avoir confiance en eux, pour prendre parole, puis exprimer des histoires qui viennent de nos communautés. Puis nous, le moyen qu'on utilise, c'est le cinéma, c'est la production audiovisuelle. Puis par la suite, notre deuxième objectif, c'est de les faire vivre, ces films-là. Parce qu'un film peut être produit, mais si personne ne le voit, le film reste, dans le fond, pas utilisé. Donc, nous, on a aussi l'objectif de faire vivre ces films-là, donc de les faire voir sur différents lieux, différentes possibilités. Donc, on s'implique beaucoup dans présenter des films en festival, présenter des films dans des organisations ou dans des événements gouvernementales ou publiques. On a beaucoup de liens là, avec des organisations aussi autochtones qui souhaitent faire de la projection de films du Wapikoni mobile pour présenter certains éléments de la culture. Moi, ça fait 1 an que je suis au Wapikoni mobile, un petit peu plus d'1 an. Mais ce que j'ai pu constater, c'est à quel point, depuis la création du Wapi, c'est devenu une richesse incroyable, une collection incroyable de films qui racontent la culture autochtone avec des mots et avec le regard des Autochtones. Donc, c'est vraiment des films qui sont créés pour et par les Autochtones. C'est une collection de films qui existe nulle part ailleurs, encore moins dans un contexte francophone, parce qu'on a beaucoup de films qui sont en français également. Donc, c'est vraiment une collection de films aujourd'hui qui a son importance au niveau de la richesse patrimoniale que ça procure pour le monde autochtone. Bien, vraiment, ça crée certainement une grande collection de la mémoire, sachant justement que les savoirs dans les communautés autochtones sont souvent transmis de façon orale. J'imagine que c'est une richesse de pouvoir documenter et de pouvoir conserver et d'emmagasiner l'ensemble de ces informations-là. Exactement. Puis c'est aussi une richesse de pouvoir donner la parole aux gens. Oui. C'est souvent là, ce qu'on voit dans
dans ce qui est créé, qui raconte l'histoire des Autochtones, ben, c'est souvent par des non-autochtones qui le racontent à leur façon. Ben, nous, ce qu'on vient faire, c'est de donner des outils pour que les jeunes puissent raconter leurs propres histoires qui sont issues des communautés à leur façon, avec leur regard. Ça, c'est une richesse incroyable, là. Ah, tout à fait, tout à fait. Je pense qu'on a tout avantage à entendre l'histoire provenant des gens qui l'ont vécu et non pas de ceux qui pensent l'interpréter. Maëlys, vous en avez bénéficié, vous, du Wapikoni Mobile? De quelle façon? Oui, c'est ça. J'ai commencé avec la Wapikoni, en fait, en 2017. J'avais été engagée pour être coordonnatrice locale pour l'escale de Manoan. Puis ensuite, c'est par rapport à ça aussi que j'ai fait mon premier film, mon premier court-métrage avec la WAPI. Donc, tu sais, par la suite, après, j'ai eu d'autres opportunités, là, comme aussi être, un peu plus tard, là, devenir intervenante, moi aussi, dans les escales. Et là, présentement, je suis coordonnatrice aux ateliers de sensibilisation. Puis, c'est ça, j'ai fait au total 3 courts-métrages avec la Wapikoni. Oh, wow, Un que j'ai fait durant la pandémie, il n'y a pas si longtemps. Puis je l'ai fait dans le cadre du studio virtuel. Ça, on l'a développé pendant la pandémie. Puis ça existe encore aujourd'hui. C'est comme des studios mobiles, là, sauf que c'est en virtuel pour mieux accompagner les jeunes autochtones, tu sais, qu'on ne peut pas se déplacer, là, mais c'est bénéfique pour eux. Là, ils continuent à créer même si la roulotte n'est plus dans la communauté. Puis c'est ça. Puis, mais c'est génial. Le studio virtuel, j'imagine, qui vous permet aussi d'accéder à des communautés qui sont peut-être pas faciles d'accès là, par le territoire. Oui, ça peut être ça aussi. Je laisserai Véronique en parler un petit peu plus. Oui, en fait, les studios virtuels, c'était une idée qu'on avait avant la pandémie, puis que la pandémie nous a amené à réaliser plus rapidement qu'on le pensait. Puis effectivement, ça nous permet, oui, de rejoindre des gens, parce que nous, on ne visite pas toutes les communautés autochtones à toutes les années, c'est impossible de le faire. Donc, ça nous permet aussi de garder un lien avec des jeunes qui, par exemple, auraient pu participer à une escale, puis qui souhaitent continuer dans la création. Ben, on a la possibilité maintenant de lui dire, inscris-toi à une escale virtuelle, à des ateliers virtuels de création. Puis là, ça va nous permettre de continuer à t'aider à faire de la création. Puis, ça nous permet aussi de rejoindre des jeunes à travers le Canada, qu'on a peut-être moins de possibilités de les rejoindre. Donc, il y a plusieurs jeunes aussi là, qui ont participé au studio virtuel qui nous venaient de Vancouver, d'Edmonton, de l'Ontario. Puis, ce que ça nous permet aussi de faire, les studios virtuels, c'est d'en offrir tout au long de l'année. Parce que nos escales, ils sont offertes de mai à octobre. Puis le reste de l'année, avant, on était plus en mode planification, on était en mode rapport. Mais là, avec les escales virtuelles, ça nous permet d'offrir de l'accompagnement tout au long de l'année. Puis aussi de faire des partenariats différents. Comme là, présentement, on est sur un partenariat avec Netflix, qui nous permet, dans le fond, qui nous finance pour offrir un studio virtuel axé sur la scénarisation. Donc, ça nous permet de cibler aussi un développement particulier qu'on ne peut pas faire en escale. En escale, avec nos roulottes, on ne peut pas arriver avec des projets de formation ciblés. On y va d'une manière plus générale. Mais avec les studios virtuels, ça nous permet de le faire. Alors, c'est extraordinaire, ça vous donne certainement un peu plus de capacité, là, puis en plus, ça vous permet de le faire à l'année, puis sur un plus grand territoire, c'est extraordinaire. Maëlys, on a discuté, là, que vous êtes nouvellement coordonnatrice des ateliers de sensibilisation. On ne l'a pas abordé encore. Qu'est-ce que c'est que justement ces ateliers-là et ça vise qui là, comme public? C'est ça, en fait, je coordonne des ateliers qui vont s'offrir dans des lieux publics. Ça peut être dans des écoles aussi, dans des organismes, au BNL, dans des entreprises privées aussi. C'est en fait sensibiliser aux réalités autochtones, au public alloctone. Puis aussi, on est en train de développer comme des ateliers d'empowerment pour les jeunes autochtones, justement aussi pour qu'il y ait un sac de partage, des discussions avec les films, puis aussi avec les ateliers. On présente le contenu du Wapikoni, on parle un peu aussi de l'historique, tu sais, des nations, de la langue, la bonne prononciation aussi. Puis on présente les films selon les thèmes.
les thèmes qui ont été choisis. Et ensuite, à toute fin, il y a comme un Q&A, une période de questions par rapport au film. Puis, c'est des ambassadeurs qui vont sur place aussi, qui vont animer ces ateliers-là. Fait qu'eux autres, dans le fond, ils vont aussi parler de leur parcours, de même aussi. Fait qu'ils sont là aussi pour représenter la Wapikoni Mobile. Wow, c'est extraordinaire. Donc, à la fois, vous permettez aux gens des communautés autochtones d'avoir une voix, de pouvoir partager leur histoire, puis d'une autre façon, vous assurez que cette histoire-là, justement, de peut-être la réécrire d'un point de vue un peu moins, disons, colonialiste auprès des Allochtones. Alors, je trouve ça extraordinaire. Écoutez, on va prendre une petite pause d'1 minute, puis on va poursuivre la discussion tout de suite après, si ça vous va. Parfait, merci. Alors, de retour à cette émission de Héros Anonymes, on poursuit avec le Wapikoni Mobile. On a la chance d'avoir Véronique Rankin et Maëlys Flamand avec nous. On a parlé de tout ce que vous faites d'extraordinaire, à la fois dans les communautés autochtones, mais également auprès des allochtones, donc évidemment les gens qui ne sont pas autochtones. Si je fais partie d'une communauté ou si je ne fais pas partie d'une communauté et que je suis intéressé par ce que vous avez à offrir, soit le WAPI, soit les ateliers de sensibilisation, comment est-ce que je fais pour amener ça chez nous ou pour y participer? Oui, en fait, c'est sûr qu'on a un site Internet où on met toutes nos activités. Pendant la période estivale, on offre des projections à différents endroits. Des projections sont gratuites, ouvertes à tout le monde. L'an passé, là, on a parcouru toutes les maritimes. Donc, on est allé au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, au Labrador. Cette année, on va avoir également beaucoup de dates au Québec. Donc, c'est possible à voir, dans le fond, notre calendrier des projections qui sont offertes gratuitement au public en allant sur notre site. Présentement, c'est pas encore disponible, mais on met ça au courant du printemps. Sinon aussi, on a une offre de service qui est disponible. On a parlé des ateliers de sensibilisation. Donc, c'est possible de nous encourager, dans le fond, parce que nos ateliers de sensibilisation et nos autres services, comme ceux de la distribution des films, c'est des services qui nous permettent, dans le fond, d'avoir des revenus autonomes. Donc, en même temps, c'est une manière pour nous de nous encourager. Puis, ça nous permet aussi, nous, de créer de l'emploi parce que les ateliers de sensibilisation, oui, on a un liste qui les coordonne, mais ils sont offerts par des ambassadeurs que nous formons et que nous engageons pour les offrir. Donc, c'est des jeunes autochtones qui sont formés par le Wapikoni Mobile puis qui reçoivent, dans le fond, un salaire du Wapikoni Mobile pour aller les offrir. Donc, c'est un peu... on a également aussi des services de production. Donc, nos services de production consistent à faire des productions audiovisuelles, souvent des clips promotionnels d'organismes, là, qu'on a souvent des demandes pour ça. Puis nous, notre façon de travailler, dans le fond, c'est d'inclure des jeunes qu'on sait qui sont en développement professionnel, puis de leur offrir une opportunité dans le cadre d'un vrai projet de production, d'acquérir de l'expérience pour que ce jeune-là puisse dire moi, j'ai déjà fait la prise de son, par exemple, pour tel organisme, pour telle production qui est une capsule professionnelle pour tel organisme, avec le soutien du Wapikoni Mobile. Donc, on a plusieurs autres services qui sont offerts au Wapikoni Mobile là, que les gens de l'externe peuvent nous solliciter pour
pour qu'on puisse les offrir. Vous avez vraiment une très belle offre de service et là, vous parlez, justement, des gens que vous engagez et tout ça. Vous êtes combien pour que toute cette belle magie-là opère? En termes d'employés permanents, d'employés que je dirais au bureau, oui. On est autour de 25 personnes qui sont à temps plein ou à temps partiel. Puis en tout, on engage entre 70 et 80 contractuels en plus par année pour nous aider à faire tous ces beaux projets-là, dans le fond. Là. Fait que autour d'une année, là, on est environ une centaine de personnes à travailler au Wapikoni Mobile pour réaliser toutes ces activités-là, mais 25 employés permanents en fond. Si on veut s'assurer que vous soyez toujours en mesure de justement payer ces centaines de personnes-là, parce que j'imagine que votre financement, il doit venir l'argent ne tombe pas du ciel, là, comme je le disais en première partie de l'émission. Comment vous réussissez à boucler tout ça au-delà des revenus autonomes? Là? Bon, c'est sûr qu'on a beaucoup de financement public. Donc, on est soutenu par à la fois le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. On a aussi beaucoup d'appui de partenaires privés. On a des commandites d'organisations. Donc, c'est une structure de financement qui est vraiment très éclatée, je dirais, ou très complexe. En termes de revenus autonomes, là, ça représente pas un gros montant de notre structure de financement. Là, on parle de 8 à 10 %. Puis, on a aussi du don qui nous permet là, d'avoir cette possibilité-là aussi d'offrir tous ces services-là. Autour du don, on reçoit à peu près 10 % en don de notre structure de financement globale. Là. OK, donc si un auditeur ou moi-même, là, on est intéressé justement à vous soutenir, on peut faire un don au Wapikoni Mobile, c'est bien ça? Absolument, on a une page de dons qui existe. Sinon, on entre en contact avec nous, puis ça va nous faire plaisir d'accepter le don. Excellent. Donc ça, je le note et je vais donner les coordonnées à la fin, évidemment, pour les gens qui souhaiteront certainement soutenir cette organisation-là. J'ai goût de vous demander à vous, Véronique, là, sur une base plus personnelle, je pense que vous êtes au sein de l'organisation depuis à peu près 1 an et demi. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans la mission du WAPI au départ? En fait, moi, je connais le Wapikoni Mobile depuis sa création. Mon conjoint étant l'un des membres fondateurs avec Manon Barbeau. Oh. Puis, à l'époque de la création, le WAPI a été créé dans une période où dans les communautés autochtones, il y avait beaucoup de suicides. Donc, moi, j'étais une jeune qui faisait partie de cet environnement-là. Et puis, j'ai pu voir à travers les années l'impact que le Wapikoni Mobile a eu sur des gens dans mon entourage direct. L'impact aussi qu'il y a eu sur la capacité des jeunes à s'exprimer. Fait que tout ça me donnait l'envie là, de contribuer à la mission plus directement. Puis moi, j'ai jamais eu le courage de faire un film avec le Wapikoni Mobile. Fait que ça me permet aussi de pouvoir y participer sans nécessairement avoir été capable de faire un film avec eux là, au départ. Qui sait, peut-être qu'un jour ça se présentera. Et puis vous, de votre côté, Maëlys, est-ce que c'est à peu près bien évidemment, c'est pas le même contexte, vous n'êtes pas la conjointe d'un cofondateur, mais qu'est-ce qui vous a interpellé au départ avec cette organisation-là et qui fait qu'en sorte, vous avez aussi décidé là, de vous joindre et d'y travailler finalement? Oui, étant jeune, je connaissais la Wapikoni. Je sais qu'ils venaient à chaque été à Manoam, mais je n'osais jamais, aller les voir. Puis en 2015, je crois, mon ami a fait son premier court-métrage à cette époque. Fait qu'il m'avait aidé, pour il m'avait demandé de l'aide pour la prise de son puis la caméra pour son film. Fait que j'ai accepté. Puis c'est lors de la projection, j'ai comme reçu un petit certificat puis un t-shirt Wapikoni aussi. J'ai comme été récompensée pour l'avoir aidé pour réaliser son film. Puis c'est en 2017, c'est ça, je me suis vraiment plongée dans la Wapikoni Mobile en tant que participante, mais aussi comme coordonnatrice locale. Puis ensuite, l'été d'après, j'ai été encore coordonnatrice pendant quasiment 3 étés consécutifs là, à Manoam. Puis c'est là aussi que j'ai fait à travers aussi mes 3 courts-métrages. Puis j'ai été aussi pas mal, j'étais moi-même ambassadrice là, pour les ateliers de sensibilisation. J'en faisais beaucoup à Montréal, puis à Trois-Rivières, dans plein de villes aussi. Fait que c'est ça. Puis ensuite, j'ai été intervenante au terrain, mais aussi au studio virtuel.
Fait que j'accompagnais des jeunes à les accompagner dans leur projet de film ou de vidéoclip. Puis c'est ça. Puis là, aujourd'hui, je suis coordonnatrice aux ateliers de sensibilisation. C'est extraordinaire, le bout de chemin entre la prise de son, là, si j'ai bien compris, au tout départ, pour aider quelqu'un qui faisait son court-métrage, puis le bout de chemin que vous avez fait. C'est peut-être une bonne façon là, de permettre à Véronique un jour de faire son court-métrage, de lui demander de commencer par la prise de son. Évidemment, il y a ce que vous accomplissez auprès des gens qui réalisent leur court-métrage, qui ont une voix et qui mettent une histoire de l'avant. Est-ce que vous diriez que le Wapikoni a aussi amené quelque chose de différent dans les communautés? Est-ce que lorsqu'il y a un passage du Wapikoni, il se passe quelque chose dans les communautés? Bien, je dirais que moi, j'observe le changement de manière individuelle sur plusieurs personnes que j'ai vues à travers les différentes années se développer. Donc, le WAPI n'apporte pas nécessairement toujours un jeune à travailler dans le milieu du cinéma ou à devenir un technicien ou un professionnel dans le milieu de l'audiovisuel. Mais ce que j'observe, par contre, c'est des profils d'individus qui ont gagné de la confiance à travers un projet mené avec le Wapikoni Mobile, puis qui a continué son parcours personnel en ayant ces outils-là. Puis souvent, ce qu'on voit, c'est que les jeunes ont des parcours où ils reviennent soit pour faire un film ou soit pour d'autres besoins. Nos ambassadeurs qu'on a présentement, ben, la plupart, c'est du monde qui ont fait un film au Wapikoni Mobile puis qui auront le goût d'expérimenter autre chose pour leur permettre encore là d'acquérir des expériences supplémentaires ou de la confiance en soi sur de la prise de parole en public. Parce que c'est ce qu'on fait comme formation aux ambassadeurs. Donc, c'est ce qu'on peut voir. En tout cas, moi, c'est ce que je vois, c'est beaucoup l'impact sur plusieurs individus qui, après, prennent les chemins soit, du milieu culturel ou artistique ou d'autres chemins, que ce soit en politique ou que ce soit comme gestionnaire. C'est l'impact que je vois, moi, que je trouve super important aussi, parce que ces individus-là, le monde autochtone est ici, fait que souvent, ces individus, on les connaît personnellement aussi, là. Ah oui. Ça nous permet de faire ce tracking-là. Ah, c'est extraordinaire. Vraiment, tout l'impact que ça a dans les vies que ça vient probablement certainement transformer. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter, là, en conclusion, au Wapikoni Mobile pour la suite de son histoire, pour, disons, les 20 prochaines années? Ben, je dirais qu'on puisse continuer à offrir nos ateliers dans les communautés avec la même lancée qu'on a présentement. Mais aussi, notre volonté, c'est d'être beaucoup plus présent dans le développement professionnel des jeunes qui souhaitent, eux, prendre ce chemin-là du développement dans le milieu du cinéma. On veut les accompagner à avoir une carrière dans ce milieu-là. Donc, on a quelques initiatives présentement, mais dans les prochaines années, on veut mettre beaucoup d'emphase sur développer une stratégie, une offre de stage, développer aussi des opportunités qui va leur permettre d'acquérir encore plus d'expérience professionnelle, puis éventuellement aller sur le marché du travail, puis leur permettre d'en vivre. Là. Wow. Véronique Rankin et Maëlys Flamand, quel plaisir d'avoir pu en apprendre davantage sur le Wapikoni Mobile. Je suis certainement un peu moins inculque, un peu plus éduqué. Je pense que ça, c'est un geste concret quand les gens, des fois, se demandent ce qu'ils peuvent faire. C'est de s'éduquer. Alors, merci grandement. Je suis persuadé que les gens en ont appris énormément sur cet organisme créateur de jeunes cinéastes provenant de communautés autochtones. On peut vous aider, on peut vous joindre en visitant les sites événements avec un S, wapikoni.ca et faire un don sur wapikonijedonne.ca ou également en composant le 514-276-9274. Ça fait un immense plaisir de vous recevoir. Et là, vous parliez tantôt de la prononciation et je m'essaie, et corrigez-moi certainement, là, Miigwech? Oui. C'est bien. Oui. C'est bon, parfait. Pour une première tentative, je l'ai eu. Alors, merci beaucoup. Merci encore de votre participation aujourd'hui. C'est déjà tout pour moi aujourd'hui. Je vous remercie, précieux invités, à notre émission. Je remercie également Mathieu Tessier à la mise en onde. Et vous qui êtes à l'écoute, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, alors que je vous ferai découvrir 2 autres héros anonymes. Bonne semaine.